Nous revoici au Comédia pour cette séquence focus, cette seconde séquence focus. Hop, je vous présente Fabrice Jallet. Bienvenue Fabrice. Vous êtes coordinateur du pôle innovation au sein de l'IRMA. L'IRMA, c'est le Centre d'information et des ressources pour les musiques actuelles. Et ensemble, nous allons parler de start-up musicales dans l'univers de la musique en tout cas. Juste avant cette présentation, un petit mot sur l'IRMA pour ceux qui connaîtraient mal votre structure. Bonjour, merci à Garochem pour cette invitation. L'IRMA, c'est une agence parapublique qui est totalement dédiée aux professionnels de la musique. On a des métiers liés à l'information. On a tout d'abord une base de données qui contient la plupart des contacts des pros de la musique en France, qui nous permet d'avoir une connaissance assez fine de l'ensemble des métiers de la musique. C'est 26 000 activités pour 50 000 personnes à peu près, le tout segmenté dans à peu près 80 activités métiers. Voilà, donc ça nous permet d'avoir une connaissance assez fine de l'ensemble des métiers qui concourent, on va dire, à l'écosystème musical, que ce soit dans les métiers de la musique enregistrée, le spectacle, les médias, les organismes de la formation et les artistes, bien évidemment. En préparant cette conférence, vous m'avez dit on est un peu le CDI pour les professionnels de la musique. J'ai bien aimé la formule. C'est un peu ça, le centre d'information que vous avez dans les collèges ou les lycées. En fait, on est un peu ce type de structure pour les professionnels de la musique. Donc une fois qu'on a de la connaissance, on a pu développer beaucoup de ressources et qui permettent de répondre aux différents besoins. Donc ça peut être des ressources du type des articles, des fiches pratiques pour renseigner tous les professionnels. Ça peut être de la formation professionnelle ou des bouquins aussi. On édite des livres. On vient de sortir deux ouvrages, le guide de la billetterie, dont Eddy Aubin, qui interviendra tout à l'heure, est l'auteur et coordinateur. Également la musique à l'image, un ouvrage qu'a rédigé Mathieu Chabot de Schubert Music Publishing. On a également une plateforme d'emploi et stage qui s'appelle Irma Work, même une plateforme de networking même plus large, parce qu'on accueille également toute la prestation de services et puis également le fait de pouvoir se présenter sous la forme de profil et d'interagir. Voilà, donc un ensemble d'activités. Et vos activités au sein de l'IRMA, c'est l'éditorial, le conseil, l'événementiel? Exactement, du conseil, l'événementiel. Alors ça peut être, j'en parlerai tout à l'heure, peut-être pour conclure l'intervention sur justement la création de cette base de données et de connaissances sur les startups de la musique en France. Parfait. Alors justement, donc cette enquête que vous avez menée, une enquête inédite au cœur de la transformation numérique des startups de la musique, on vous écoute. Je vous lance le timer parce qu'on a oublié de le lancer. Hop. Voici. Et puis on en parle un petit peu ensemble. On peut s'asseoir si vous le souhaitez. Ça me permettra d'avoir accès aux différents supports. Alors, je vais démarrer sans aide. Alors, on n'est pas là. Alors là, on est sur... Ah, on n'a pas le PDF de Jérôme. Est-ce que... On est sur la prochaine table ronde, là, en termes de présentation. Ah, voilà, c'est bien celle-ci. C'est parfait, merci Jérôme. Parfait, merci Jérôme. Alors, allons-y. On va passer l'introduction. Donc, c'est un petit peu le plan que je vous propose et c'est également le plan de l'enquête. Donc, on s'est intéressé aux startups de la musique, c'est-à-dire aux entreprises innovantes qui opèrent dans le secteur de la musique sous l'angle de leurs activités et leurs fondations en termes de financement, les accompagnements parce qu'il est difficile de parler des startups sans se rendre compte qu'elles ont été accompagnées pour la plupart, et puis évidemment l'histoire et le parcours des fondateurs, des fondatrices. Alors, on a effectué donc un travail, c'est un travail de longue haleine, ça a commencé il y a plusieurs années, par l'observation des activités innovantes du secteur de la musique. Toutes les activités innovantes du secteur de la musique ne sont pas des startups, je vais donner les critères juste après, mais juste un petit point de méthodologie pour vous dire que c'est par l'identification et ensuite on va dire l'enrichissement de données sur un certain nombre d'activités innovantes qu'on a réussi justement à réaliser cette enquête. Donc elle a été réalisée auprès de 250 startups qu'on observait via notre base de données. Et puis ensuite on a procédé à une enquête par questionnaire auprès de 87 startups et 116 fondateurs, c'est bien ça.
116 fondateurs, donc des enquêtes par questionnaire qu'on a ensuite traitées de manière un peu plus statistique et dont on fournit une infographie dont vous avez des extraits dans cette présentation. Alors, une start-up dans la musique, on va dire qu'on avait un effet de mode. On pouvait parler, ou même parfois se prétendre, s'auto-déclarer start-up de la musique. On a posé des critères pour pouvoir définir plus strictement les start-up de la musique. Donc un exercice de définition. Une définition, leur donner un périmètre, et puis pour pouvoir ensuite justement les analyser toujours à l'aune de mêmes critères. Mais vous allez voir qu'il y en a un qui change. Alors évidemment, l'activité doit être liée à la musique. Elle peut être liée à la musique en B2C ou en B2B. Évidemment, l'activité doit être innovante. Elle doit être lucrative parce qu'une start-up a comme devenir de pouvoir lever des fonds. Évidemment, les associations ne sont pas suffisamment attractives sur le marché, ou dans la finance, on va dire. Les personnes n'ont envie forcément d'investir beaucoup d'argent dans une asso. Non coté en bourse. Alors justement, ce critère, c'est plutôt un critère de prise en compte de l'appartenance d'une activité dans un groupe plus important. Et j'évoquerai quelques startups qui sortent du champ par rachat. Une durée, un âge, on a fixé 8 ans maximum pour l'âge des startups. Alors, ça correspond, on va dire, à une durée de reconnaissance un peu globale de l'écosystème, mais ça correspond aussi à la durée pour développer cette activité. C'est un cycle un petit peu. Oui, au-delà de 8 ans, on va considérer que la start-up a suffisamment essayé d'innover, et bon, il est peut-être temps qu'elle passe à un autre stade. Elle n'aura plus droit à autant d'aide, à des crédits, des accompagnements, principalement. Et puis un dernier critère qui est un critère de taille d'entreprise. On a considéré qu'à partir de 50 salariés, on entrait dans l'univers des PME beaucoup plus importantes et qu'on n'appliquait plus justement ce critère de start-up. Alors l'âge du panel, vous voyez que les startups ont en moyenne un peu plus de 2 ans. Alors j'ai le chiffre précis, tu vas m'aider? Oui, bien sûr. Je vais me charger du défilement. Donc entre 0 et 2 ans pour 56% du panel. Complètement, tu peux passer la slide. Okay. Merci. Voilà, le panel avait 29 mois en moyenne. J'ai supprimé quelques slides, mais je vais quand même vous dire qu'il y a quand même une hyper représentation des startups qui ont leur siège social à Paris. Il y avait quand même des startups installées en Aquitaine, j'en évoquerai. Voilà, mais il y a quand même une surreprésentation parisienne. On va dire que c'est une facilitation pour les affaires. Il y a même des startups qui ont émergé en région. Et on fait le choix soit de déplacer leur siège social ou bien d'installer un autre bureau. Voilà, ce matin, il y avait l'exemple de Clé, qui est un très bel exemple justement d'une start-up qui est installée à Bordeaux, a ses équipes de développement à Bordeaux et qui est installée en même temps à Los Angeles, comme Jean-Baptiste l'évoquait. Voilà, il y a d'autres start-up qui font des choix différents. Alors là, il s'agit encore une fois de circonstances. Voilà, une activité qui cherche à se développer dans la musique en France, parfois elle est obligée de venir à Paris pour multiplier ses rendez-vous, être dans les échanges. Dans les bons réseaux, Complètement. Les bonnes connexions. Il y avait également une slide sur l'emploi, mais c'est comment dire, les startups de la musique ont permis de créer un peu plus de 300 sur notre panel, 344 emplois. Voilà, c'est on va dire un chiffre qui permet justement de dire qu'il y a bien de la création d'emplois, qu'on n'est pas juste dans un univers d'étudiants bénévoles ou chômeurs qui sont en train justement d'essayer d'inventer des choses qui ne vont pas forcément réussir, mais voilà, on est réalité économique. On est face à des activités qui génèrent du chiffre d'affaires, qui génèrent de l'emploi, mais encore une fois dans une grande diversité de parcours. Donc là, il y a une slide très intéressante sur la répartition des activités. Voilà, alors c'est une répartition des activités. Alors celle-ci elle est résumée là, donc par grand groupe, mais il y a à peu près une trentaine d'activités regroupées dans ces 6 catégories. Alors évidemment, le secteur de la musique, c'est tous on va dire, ces catégories rassemblées, interconnectées. Évidemment, la création, les contenus, donc la musique enregistrée, le spectacle, la com, la promo, les applis métiers et la technique. Alors je vais vous citer quelques boîtes, quelques startups pour illustrer un petit peu la diversité des activités qui composent le secteur de la musique en mutation. En tout cas, ces propositions, et c'est comme ça qu'on aime bien les regarder, comme des propositions
d'évolution du secteur de la musique. Alors Digit, par exemple, si vous connaissez ce développeur d'interface de mix et de remix sur mobile, donc là, il y a une appli qui fonctionne très bien qui s'appelle eDJing. Dernièrement, il y a Kicker, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Kicker. C'est un studio mobile spécialisé dans le hip-hop qui permet d'utiliser des sons et puis de poser sa voix directement dessus. Donc créer des prods et complètement, et puis de le lancer directement dans la street. Donc c'est un espace social dans le studio mobile, voilà, qui permet de soit faire des battles, soit de présenter un public, se présenter un public directement et puis de voter. Voilà un moyen de se lancer rapidement dans la musique. On observe qu'il y a des solutions qui permettent d'accélérer, d'aller de plus en plus vite de la production à la diffusion. Ça, c'est une application qui a été fondée par Axiom, un rappeur, et qui vient de se lancer et qui à mon avis, va beaucoup détonner. Dans un autre registre de création également, Hexacords, qui est une start-up de Toulouse, qui est pas très loin d'ici, qui est une start-up qui propose des outils de composition automatisés. Et qui a développé un outil d'accompagnement des compositeurs et dernièrement a également produit une musique totalement synthétique qui a été utilisée dans un documentaire. D'accord. Également Voxwave, une autre start-up dans la création qui est intéressante parce qu'elle a développé un artiste totalement virtuel qui s'appelle Alice. Alors la spécificité de Voxwave, c'est qu'ils automatisent la production de la voix. Et ça, c'est assez surprenant. Donc, à partir de cette production synthétique de la voix, ils ont réussi à créer l'ensemble de l'univers, de l'artiste total. Et donc, on se retrouve avec une artiste qui ressemble à un personnage de manga, qui est animé. Complètement virtuel. Totalement virtuel, et qui a des centaines de milliers, enfin, je pense des milliers de fans. Peut-être pas des centaines de milliers, mais en tout cas plus que des centaines. Donc ça, c'est pour la dimension création, peut-être. Voilà, les instruments. Alors je vais aller un peu plus vite, mais entre les instruments, vous avez peut-être entendu parler du Halo, cet instrument. Alors, cet accordéon, une sorte d'accordéon qui permet de lancer des loops, qui est distribué aujourd'hui dans des magasins de musique. Tout à fait. Voilà, de passer de la start-up à l'entreprise, au producteur d'instruments. Sios aussi, qui a pitché au Midem Lab cette année, qui est encore une fois dans un autre registre de l'instrument, qui produit des becs de saxophone en imprimante 3D pour personnaliser l'interface entre le musicien et l'instrument. Voilà encore une fois une manière de toucher à l'innovation dans la musique. Il y a évidemment les applis et nouvelles solutions d'apprentissage, BenNote par exemple, JellyNote, qui permettent d'apprendre la musique à distance. Totalement. Dans la création, évidemment, il y a la VR, et il y a la captation vidéo. Et là, on a des startups en France absolument géniales, comme Okyo Studio, qui avait réalisé un clip un peu avant-première avec le soutien d'Institut français sur Rhône. Ils avaient réalisé donc un clip qui devient aujourd'hui une application qui permet de réaliser de nouveaux contenus en réalité virtuelle. C'est assez intéressant à suivre. Ou encore All Perception, qui est développé Virtuose, qui là, ce matin d'ailleurs, ça a été évoqué également par les fondateurs d'Aperture, de la VR sociale, le fait de se retrouver dans un espace virtuel et de pouvoir interagir avec les éléments de cet espace. Ou à plusieurs. Ouais. Avec Virtuose, on se retrouve dans une sphère à plusieurs, et puis on peut interagir via des emojis à l'intérieur, et ensuite on peut même aller dans une salle de concert en passant par une room et aller dans une salle de concert, suivre soit un concert en différé ou en live stream. Voilà. On peut même ensuite connecter d'autres solutions. Alors, côté contenu. Il va falloir qu'on aille un petit peu plus vite, sinon allez. On a pas de retard. Je me permets oui, j'y vais. de le préciser. Côté contenu, oui, on a des solutions qui permettent de déposer les œuvres en ligne, il y a des solutions qui permettent de faire de la vente. Aujourd'hui, on peut même faire du pressage de vinyle à la demande. On peut faire du pressage de vinyle en réduisant ses risques avec donc Vinylite pour le premier ou Diggers Factory. On a également des solutions qui permettent de gérer des métadonnées, d'enrichir les métadonnées pour le streaming, notamment avec Cymbals, Musimap, voilà, des tas de solutions. Blitzer aussi, qui est aussi du coin. Il y a des boîtes qui sont spécialistes dans le management. Dernièrement, Make the Link a annoncé une prise de participation par Sony, avec qui il travaille depuis pas mal de temps. Côté streaming, évidemment, Indelab qui développe une solution de streaming équitable avec Indetouch, et puis d'ailleurs qui s'est lancé dans la recommandation il y a quelques temps avec Diversities, donc une application qui permet de géolocaliser des capsules audio-vidéo. Voilà. Encore des solutions intéressantes. Côté spectacle,
Ouais, c'est Le parfois spectacle- c'est parfois le parent pauvre, on a l'impression. Là, Le on a spectacle. l'impression, et pourtant le spectacle est quand même très présent. Alors, c'est sûr, un petit peu moins que dans d'autres domaines, mais je vais vous expliquer qu'il y a quand même peut-être que dans la com promo, on pourrait mieux placer les agendas côté spectacle. Mais voilà, il y a le spectacle augmenté en tout cas, avec Mhm. augmenté d'acoustique, Sequal, Triber, des tas de solutions. Le visuel, les visuels, la scénographie sont énormément travaillés. On a une super startup qui s'appelle Minune qui automatise des lights aujourd'hui, ou qui permet de faire du VJing avec Digital Essence et VM. Dans la billetterie, la gestion des accès, on a des solutions aussi intéressantes. Duong représente PIMS, il viendra s'exprimer tout à l'heure. Enfin, ils sont plusieurs à venir s'exprimer tout à l'heure. Côté billetterie, gestion des accès, marketing, remplissage. Donc il y aura Mapado aussi. Dans un autre Des agendas. domaine... Dans le domaine des agendas culturels, pour le coup. Ah bah, je vais Mapado, juste parler ouais. enfin, oui, Oui. en effet, et Ouais. billetterie, Nicolas Billetterie, en ouais. parlera. Il y a également Guessme qui est une startup intéressante qui est en train de développer un abonnement sur Paris, un abonnement à des concerts. Donc on peut aller à autant de concerts disponibles sur le catalogue, se présente un peu comme le Deezer du live, Donc c'est un ce qui est intéressant. abonnement et on a accès illimité. Je crois qu'il y a un gros démarrage pour Guessme. Très beau démarrage, très beau démarrage. Et c'est marrant parce que ce type de start-up permettent de se rendre compte que le live et le streaming commencent à se connecter de plus en plus. Voilà, on peut laisser ces informations streaming à Guessme qui va analyser ces informations et permettre de mieux Proposer les sélectionner concerts. les concerts justement proposés dans le catalogue. Une manière voilà, justement de bien comprendre sa communauté, de mieux la servir. Donc dans la com, la promo, évidemment, les agendas avec des solutions qui permettent de prendre la donnée et de la distribuer vers l'ensemble des médias, Mapado, Soprog. Il y a tous les festivals aussi qui est assez fort dans son domaine, qui est en même temps un média que vous connaissez peut-être, qui fait le tour des festivals d'ailleurs en permanence avec un édito, je trouve, assez décalé, mais justement bien adapté. Très terrain, très terrain, festivalier. en Très effet. festivalier. Scène locale qui se développe, qui fait une tournée en France. Ils font des rencontres indé avec TuneCore depuis quelques mois, voilà, qui est assez intéressante. Soundburst, l'éditeur d'appli mobile marseillaise qui développe donc des applis mobiles artistes ou fans, assez intéressante. En recommandation, alors là, on a eu des dizaines de startups déjà qui proposent de la recommandation, soit avec du sweep, ou bien avec d'autres techniques, la géolocalisation et d'autres domaines. Le crowdfunding est évidemment très développé dans la musique. Côté donc CRM, j'en ai cité quelques-unes côté spectacle. Également D-Like qui est en train de se préparer justement pour une sortie à la rentrée. Donc ils essaient de mieux adresser les messages directement vers le bon public. Et puis ensuite, il y a des solutions dont on parle moins. D'ailleurs, j'en parle après, c'est finalement dommage, j'aurais dû inverser ma présentation. Les applis métiers, ces applis dont on entend peu parler. Qui vont intéresser nos complètement indispensables. Moving Motion, par exemple, qui est un réseau social qui permet de recruter, de déclarer et de finalement gérer les intermittents du spectacle. Donc c'est une application intéressante et qui, en plus, a reçu le soutien, enfin, ou en tout cas même la participation financière d'Audience, l'organisme de prévoyance, de protection sociale. Voilà, pour les professionnels du spectacle. Pour les professionnels du spectacle. Précise, Communication, médias. Oui, c'est un petit peu élargi. Ça, culture. On a aussi beaucoup de réseaux sociaux, de places de marché qui essaient de se développer, mais soit par exemple pour mettre en relation des salles ou des bars avec des artistes. Il y a également des solutions qui permettent de mettre en relation des artistes avec des marques directement. Voilà, on a des solutions qui permettent de suivre l'ensemble des informations, enfin des métriques de vente par exemple, ou bien de passage en playlist. Je pense à Soundcharts, une start-up qui a été lancée il y a un peu plus d'un an et demi, 2 ans, et qui vient de gagner le Midem Lab, qui est une boîte installée à Paris et qui fait du très bon boulot, qui a un très beau démarrage aussi. Et enfin la technique. Évidemment, les marques blanches radio. Alors, je ne sais pas s'il y a des festivals ou des événements qui utilisent la radio. On n'en a pas tellement entendu parler, ou du multicanal. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des solutions qui vous permettent de créer des radios
ou des web radios directement dans vos événements, de pouvoir les intégrer directement sur vos sites web. Ou appli. Ou appli. Et donc de proposer un flux supplémentaire. Alors voilà, j'aime bien regarder le spectacle comme un média. C'est un média. En tout cas, on parle de contenu, justement, c'est peut-être le mot qu'on aura envie de plus d'appuyer aujourd'hui. On peut installer des radios qui permettent de broadcaster, on peut installer évidemment du différé, enfin du contenu pour qu'il puisse être consommé en différé. Voilà, toutes les solutions sont possibles grâce à des marques blanches. Ça peut être également porté par des marques. Ensuite, évidemment, il y a tout ce qui est technomobile. Je pense que les événements ont été totalement transformés aujourd'hui grâce aux applis. Et qu'il s'agisse de Green Copper, de Bpeers, enfin, voilà, on a des jolies boîtes qui les développent aujourd'hui. Voilà, ça c'était la fin de cette énumération à l'après-vert. Très bien. Donc beaucoup de diversité. Alors, on a analysé les outils qu'avaient développés les startups. Alors évidemment, l'écran l'emporte face aux autres interfaces, l'appli web et mobile, mais il y a quand même du hardware, et notamment chez les instruments. Et ensuite, on a également des API qui sont donc les interfaces de programmation qui permettent de faire de l'échange de données et qui constituent en soi un outil intéressant justement aujourd'hui dans les propositions des startups. 22% ont déposé des brevets. C'est principalement des solutions techniques. Très bien. Alors, ça, c'est l'information qui est peut-être la plus importante qu'on a identifiée et qui, voilà, 86% des startups développent des offres B2B. Et en plus, 67% de ces 86% ont des clients qui travaillent en B2B. On entend souvent parler dans les médias de plateformes de streaming ou bien de solutions qui vont fonctionner parce qu'elles vont intéresser le grand public. Mais on n'aura pas accès à l'information qui concerne le B2B. Il y a un côté plus glamour de parler du B2C que du B2B. Oui, puis parce que le média, peut-être que le média grand Parle public s'adresse public, au grand public. Voilà, le média pro va s'adresser davantage aux pros. Il n'empêche que voilà, on assiste à la mutation d'un secteur d'activité dans son ensemble. Et un secteur d'activité, évidemment, c'est beaucoup d'activités dont on entend moins parler. L'exemple le plus facile pour l'illustrer, c'est le spectacle. On voit la scène, on ne voit pas les coulisses. Et pourtant, les coulisses sont indispensables, y compris dans le streaming. Il y a un nombre d'intermédiaires, de fournisseurs. Voilà, exactement, de prestataires qui sont indispensables pour construire les services. Donc ça, c'est peut-être un message à passer aussi aux futurs start-upers, ne pas se focaliser que sur le B2C et penser aussi au B2B où il y a du potentiel. Et en même temps, c'est compréhensible pour beaucoup de start-up justement de se positionner au départ en B2C pour présenter. On va pour toucher ce côté un petit peu. C'est pas forcément pour bénéficier d'une amplification, mais c'est aussi dire, OK, quelle est la vision, quelle est la promesse quelque part. Et puis ensuite, elles vont rencontrer le marché, et puis le marché va simplement leur signifier que y a déjà des opérateurs qui sont là en B2C, et que leurs solutions, leurs propositions, ils aimeraient bien les intégrer. Voilà, donc c'est aussi une démarche, on va dire, un peu classique dans l'évolution de pas mal de boîtes. Alors, on a quelques différentiels entre les types d'activités, les rayonnements, enfin en tout cas les marchés recherchés. Les métiers plus techniques vont directement opérer dans le monde entier parce qu'il y aura peu de clients. Tandis que tous les métiers qui concernent justement le B2C, ce qui va être la recommandation, la découverte ou les solutions marketing, elles vont travailler beaucoup plus localement. Voilà, les solutions ont besoin de se rapprocher directement de leur terrain. Exactement. Le montant. Alors on s'est intéressé au financement, là on arrive dans le dur. Alors oui, le début des startups est souvent difficile, ou en tout cas il se fait avec de petites économies. Les boîtes généralement commencent avec peu, moins de 20 000 euros pour 56% d'entre elles. Cet argent provient principalement de l'argent des fondateurs, ou de ce qu'on appelle la love money. Leur réseau familial, amis, proches. Exactement. Et puis ensuite, il y a un peu de prêt bancaire. Et puis ensuite, en général, les startups essayent d'aller chercher des concours, mais on en parle juste après. Le chiffre d'affaires, elles en développent alors, en moyenne au bout de 6 mois et demi. Elles en développent évidemment davantage au fur et à mesure du temps. Alors, quand on s'est intéressé aux startups, on les a interrogées dans nos questionnaires sur 8 ans.
Voilà, parce qu'on a déterminé cet âge, et puis on les a interrogés également sur les structures, sur la structure de leur financement sur ces 8 ans, ce qui permettait d'avoir un peu de profondeur. Mhm. Voilà, donc elle génère du chiffre. C'est encore une fois peut-être celles qui sont les plus faciles à développer technologiquement, qui vont direct sur le marché. Là, sur Qui le génère spectacle, plus rapidement du chiffre. en effet, les entreprises du spectacle vont plus vite, par exemple, que les métiers techniques. Si on prend, par exemple, tout ce qui va être, j'en ai peu parlé, mais les solutions techniques liées à l'audio qui vont s'insérer ensuite dans par exemple, les smart speakers. Ça prend plus de temps. De Vialet vient Les de délais faire de une développement annonce. sont plus longs. Voilà, De Vialet a annoncé un smart speaker, mais va également proposer sa technologie, la puce, dans d'autres objets. Voilà, ça, ce type de développement, c'est quand même beaucoup plus long. Très Et bien. donc, ça génère du chiffre après plus de démonstrations. Et levée de fonds. Les levées de fonds, oui, alors ça, c'est justement le passage obligé pour les startups qui veulent faire, les entreprises qui veulent faire up, c'est-à-dire croître le plus rapidement possible, ou bien monter en niveau. 35% de celles qu'on avait interrogées avaient déjà levé des fonds, et puis vous voyez donc 76% d'entre elles les avaient levées auprès de business angels. Alors la présence des business angels dans des entreprises, évidemment, c'est intéressant pour une startup parce qu'ils apportent des fonds, mais c'est que souvent, ils apportent aussi des expertises. Ça va être une expertise qui peut être business, finance, mais ça peut être Réseau. aussi une expertise métier, une expertise réseau. Alors, on va le voir avec un peu l'origine des fondateurs par la suite, mais quand une startup démarre et que les personnes qui se lancent n'ont pas d'expertise dans la musique, on va dire que ça peut être une aide de faire entrer au board quelqu'un qui vient du secteur de la musique, qui va leur apporter un peu de légitimité et puis surtout va les conseiller. Bon, vous allez me détester, mais il reste 5 minutes. Hein. Ouais. 41% des startups donc, avaient emprunté aux banques. Bon, c'est un système un peu classique. Aux banques ou à la BPI? C'est étonnant. La BPI est une banque, c'est une banque publique Oui. d'investissement, on peut, Oui, oui. on peut élargir. Bon, après, là, ce qu'il faut noter aussi, c'est que 63% des côtés subventions, 63% des startups n'avaient pas demandé de subvention à la BPI, 28% en ont obtenu. Et chose encore plus importante, on a un dispositif en France qui est relativement unique, c'est l'IFSIC. Donc c'est un organisme qui fait la relation entre les professionnels de la musique et les banques, qui propose des garanties bancaires. Et donc 95% des startups ne l'avaient pas demandé alors qu'elles y avaient droit. Voilà, Et donc on voit un fort taux d'obtention. Donc celles qui la demandent l'obtiennent. Tous. Ouais, Tous. Donc pensez-y aussi pour les futurs Complètement. start-upers. Complètement. Accélérons. Alors les accompagnements, évidemment, les startups ont été accompagnées pour 60% de celles que nous avons interrogées par des incubateurs d'écoles, d'entreprises, des accélérateurs, le pôle de compétitivité Cap Digital. Et puis la vie des startups ne serait pas leur vie s'il n'y avait pas des pitchs et des concours, et 33% d'entre elles avaient déjà gagné des prix à la suite d'un concours. Très bien. Bon, je fais un peu de la lecture. Alors les fondateurs, 2 fondateurs, fondatrices par startup en moyenne, voilà, avec le plus jeune qui avait 19 ans et le plus âgé qui avait 62 ans. Il n'y a pas tellement de règles en fait. Oui, l'âge Tout le médian monde peut se lancer. est assez relatif finalement. Complètement. Ouais. Complètement. Alors les backgrounds, évidemment, pas mal de masters marketing, technique aussi, mais la culture, elle est très représentée. Et quelque part, le trio qui peut être un peu le trio parfait de la startup musicale. C'est un cultureux, un marketeur, un technicien. Exactement. C'est un CEO, c'est un CTO et c'est un Ah là, vous vous êtes lancé. Je voulais... CAO aussi, un Chief Artistic Officer. Oui, tout à fait. 46% des fondateurs avaient déjà travaillé dans la musique. Voilà, l'observation à un moment donné qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui pourrait être amélioré, et puis voilà, une proposition de valeur. Et puis voilà, on a vu qu'il n'y avait pas de serial entrepreneur dans la musique. Seulement 16% des fondateurs avaient déjà fondé une start-up auparavant. La musique n'est pas un endroit où on vient multiplier les start-up les projets pour se lancer. Ouais. Voilà, alors ça, c'est une information qui est importante. Seulement 8% de femmes parmi les fondatrices de start-up. On a essayé de la représenter de la manière la plus élégante qui soit. Ouais. Alors voilà, donc toute cette enquête, c'est une enquête qu'on a réalisée à partir d'informations de notre base de données. Alors ce qui est intéressant quand on produit de l'information, c'est qu'en plus on fournit des données. Donc on a publié l'infographie, puis on a publié également l'annuaire avec l'ensemble des données
dans un fichier. Ces données contiennent donc les noms, les contacts, les organigrammes, les descriptifs, également toutes les indexations, enfin ou les étiquettes de métier qui permettent de s'y retrouver et de faire un peu son marché quand on est un organisateur de spectacle ou quelqu'un qui cherche à développer des solutions avec des startups. Voilà, Et on le trouve, comment on l'obtient cet Eh bien, annuaire slide suivant. J'ai Sur bien fait. Irmawork. Voilà, il suffit d'aller sur Irmawork et puis on peut le trouver. Alors, petit mot, à la suite donc, de cette enquête, on avait commencé à préparer la suite, analyser les dispositifs d'accompagnement, les incubateurs, les accélérateurs, etc. Et donc, on a sorti il y a quelques temps un fichier justement avec tous ces dispositifs d'accompagnement. Ils sont 96 dans ceux que nous avons identifiés. Tous ne sont pas spécialisés dans la musique. Quelques-uns sont spécialisés dans les industries culturelles. Beaucoup, ou en tout cas, tous ceux que nous avons publiés ont accueilli des startups qu'on a référencées comme opérant dans le secteur de la musique. Pourquoi ? Pour leur proposer encore une fois des outils, comme ça peut être le cas pour l'annuaire des startups, justement pour apporter la connaissance nécessaire à l'action. Et là, pour le coup, tout le monde peut s'en emparer. Alors, l'annuaire des dispositifs s'adresse davantage aux startups, le guide annuaire à tous ceux qui sont intéressés par ces questions d'innovation. À partir de cette connaissance, on a développé un certain nombre d'activités, le conseil évidemment. Dont vous êtes le référent à l'IRMA ? Oui, dont je suis le conseiller. Ouais. Tous les mercredis après-midi sur rendez-vous et gratuitement. Et puis un certain nombre d'actions, et notamment de l'événementiel. Alors, l'événementiel privé, avec une opération sur laquelle on invite des professionnels à venir discuter avec des startups, justement, de problématiques spécifiques dans la musique. Et puis, une autre opération qui est une opération publique, professionnelle, Mama Invent, qui est l'espace innovation de Mama Festival et Convention. La prochaine édition, donc la 3e, aura lieu du 18 au 20 octobre prochain à Paris, Pigalle. Parfait. Merci beaucoup, Fabrice, pour ces explications. Merci. Je ne sais pas s'il y a quelques petites questions dans la salle. Moi j'en avais une pour peut-être terminer cette séquence. Et, voilà, on a vu plein de startups, plein de projets. Quel serait peut-être le next big thing, le prochain secteur sur lequel vont arriver les innovations ? On a parlé du spectacle augmenté. Est-ce que c'est là-dessus ou... Le spectacle augmenté, oui, bien sûr. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire côté spectacle et grâce à la donnée. On commence peut-être tout juste à entrevoir ce qu'on est capable de faire côté spectacle. Peut-être plus côté indépendant parce que les accès aux données sont plus difficiles. Je ne vais pas empiéter sur la conférence qu'il y a après. Vous faites la transition, donc c'est parfait. Mais là, il y a des enjeux. À partir du moment où on commence à accéder aux données, on commence à justement les appareiller. C'est à partir de là qu'on commence réellement à développer les activités, comme c'était le cas pour nous. On a d'abord produit de la donnée et de la connaissance et après, sur les startups, et ensuite on agit. Voilà. Et je pense que les professionnels du spectacle vont découvrir beaucoup de choses. Parfait. Merci beaucoup, Fabrice.